Cette semaine, direction le Colorado aux États-Unis. Le 17 septembre 2001 est une journée comme les autres pour Michael, un étudiant sans histoire de 22 ans. Mais alors qu'il est tranquillement en train de jouer avec l'adorable chiot qu'il vient d'adopter, il perd connaissance un bref instant, comme ça, sans raison apparente. Il décide alors de se rendre aux urgences, mais ni sa famille, ni lui ne se doutent que ses jours sont injustement comptés. Non pas à cause d'une maladie grave, non. La raison, c'est qu'il aura le malheur de tomber sur le mauvais docteur. Un docteur aux méthodes des plus cruelles. Si cruelles qu'aux États-Unis, cette affaire est considérée comme l'un des pires cas médicaux ayant entraîné des souffrances inutiles et bien plus encore. Découvrez aujourd'hui la terrible histoire de Michael Skolnick. Salut, moi c'est Lilia. Et moi Lila. Et nous sommes les Ukraine Sisters. On tient à remercier le sponsor du jour, Surfshark. Surfshark est un VPN qui va permettre de sécuriser vos informations personnelles lorsque vous surfez sur Internet. Grâce à lui, toutes vos données vont traverser un tunnel encrypté qui va permettre de garantir leur confidentialité. Ainsi, vos mots de passe, vos photos ou encore vos informations bancaires sont protégées sans que Surfshark ne conserve vos données. Et comme Surfshark dispose de plus de 3200 serveurs partout dans le monde, vous allez pouvoir vous connecter de manière privée et sécurisée et ainsi avoir accès à énormément de contenus auxquels on n'a pas accès habituellement en France. Par exemple, moi je m'en sers pour regarder des séries et des documentaires True Crime sur le Netflix US. Parce qu'on va pas se mentir, il y a beaucoup plus de choix que sur Netflix français. Et en plus, c'est aussi disponible pour Amazon Prime. Par exemple, moi je fais énormément de shopping en ligne et je sais que grâce à Surfshark, mes informations bancaires sont protégées. Et donc, pas de fraude à la carte bancaire. Et en plus de ça, ça me protège des logiciels malveillants et ça me débarrasse des pubs. Mais ce n'est pas tout. Grâce à Surfshark, vous pourrez également utiliser le Wi-Fi public l'esprit tranquille parce que le Wi-Fi public, c'est bien pratique, mais ce n'est absolument pas sécurisé. Et grâce à Surfshark, vous pourrez utiliser le Wi-Fi public sans prendre le risque qu'on ne vous pirate vos données bancaires, comme votre carte bleue par exemple, ou encore vos données personnelles. Mais le plus grand avantage de Surfshark, c'est dans l'utilisation des comparateurs de voyage. Grâce à Surfshark, plus d'augmentation tarifaire chaque fois qu'on se connecte ou qu'on se déconnecte d'un site. Donc, je peux planifier mes vacances, l'esprit tranquille, surtout que là, c'est l'été. Grâce à Surfshark, je suis sûre d'avoir les billets de train, les vols et les chambres d'hôtel au meilleur prix, parce qu'il n'y a rien de pire que de voir les prix qui explosent chaque fois qu'on se reconnecte. Alors là, si vous prévoyez vos vacances, faites-le absolument avec un VPN. Surfshark, c'est l'occasion idéale pour économiser vraiment beaucoup d'argent. Mais le plus important, c'est qu'en plus d'être un excellent VPN, Surfshark a un excellent rapport qualité-prix. Il a beaucoup plus d'avantages que les autres VPN du marché et vous pouvez l'utiliser sur un nombre d'appareils illimité, pas 2, 3, 4, 5, et ce, en même temps. On vous laisse le lien en barre d'infos et si vous utilisez le code UCRIM, vous aurez 4 mois supplémentaires gratuits. Mais vous pouvez également scanner le QR code qui s'affiche juste à l'écran. Donc si vous comptiez prendre un VPN, n'hésitez pas à jeter un coup d'œil à celui-ci. Pour le prix, il est vraiment imbattable. Et en plus, vous avez une garantie de remboursement de 30 jours. Donc, vous pouvez le tester et si ça ne vous convient pas, eh bien vous êtes remboursé. Comme ça, vous pourrez vous faire votre propre avis. Et encore une fois, si vous êtes en train de booker vos vacances, là, vous allez payer le VPN une poignée d'euros pour ensuite en économiser des dizaines, voire des centaines. Donc vraiment, c'est le moment. Quant à nous, on vous laisse avec la vidéo. Michael Skolnick a vu le jour en 1979. Il est le fils unique de Patricia et David Skolnick, un couple aussi solide qu'équilibré. De ce fait, Michael a eu la chance de grandir entouré d'amour. Et c'est l'enfant rêvé, il est gentil, affectueux, intelligent et aussi adorablement espiègle. Il a toujours aimé faire des farces à ses parents, comme ce 1er avril, où à l'âge de 7 ans, il s'est discrètement faufilé derrière sa mère pour lui casser un œuf sur la tête en criant joyeusement « Poisson d'avril, maman !» Oh, que ça n'a pas fait rire sa maman sur le moment, mais en voyant son fils rire à gorge déployée, encore et encore, eh bien, elle s'était mise à rire avec lui. Michael, c'était l'innocence même, incapable de faire du mal à une mouche, mais comme beaucoup d'enfants, il riait aussi facilement qu'il ne pleurait. En grandissant, il est devenu un jeune homme bon, sensible et empathique, de quoi rendre fiers ses parents qui n'ont pas été étonnés d'apprendre sa volonté de travailler dans le domaine médical
lui qui a toujours voulu prendre soin des gens et se sentir utile à la société. Donc, après avoir décroché son bac haut la main, il a intégré l'université du Colorado pour devenir infirmier. Au moment des faits, en 2001, il est âgé de 22 ans et il occupe en parallèle à ses études un poste d'ambulancier à temps partiel. Proche de ses parents et comme sa fac n'est pas loin, il a même décidé de rester habiter avec eux dans la maison familiale. Les logements étudiants, les colocations, tout ça très peu pour lui. Il sait qu'un jour il devra voler de ses propres ailes, mais il sait aussi que rien ne presse. Ses parents sont un peu comme ses meilleurs amis, ses confidents, alors il compte bien profiter d'eux jusqu'au bout. Et tous les trois sont heureux comme ça. Et ça, c'est sans compter l'arrivée d'une adorable petite boule de poils. Michael, qui a toujours aimé les animaux, a décidé d'adopter un chiot et les deux sont devenus complices en un rien de temps. Où que Michael aille, il y a toujours son nouveau petit compagnon derrière lui. Voilà pour les présentations. On peut maintenant rentrer dans le vif du sujet. Comme je vous le disais en introduction, la journée du lundi 17 septembre 2001 commence comme n'importe quelle autre journée. Ce matin-là, et comme à son habitude, Michael se rend à la fac. Il n'a qu'une matinée de cours, alors il est de retour chez lui en tout début d'après-midi. Et alors qu'il est installé sur le canapé, en train de chatouiller sa petite canaille, entre deux rires, voilà qu'il perd connaissance. Pas longtemps, puisque c'est assez rapidement qu'il va reprendre ses esprits. Il se redresse doucement, il n'a rien vu venir. À aucun moment, il ne s'est senti mal. Il n'a même aucun antécédent médicaux. Rien n'explique cet évanouissement, mais ce n'est pas le premier pour autant. Ça lui est déjà arrivé une fois. C'était il y a 3 mois. Même chose, il s'était écroulé avant de se réveiller peu après. Alors, à l'époque, il ne s'était pas inquiété plus que ça. Il a pensé que c'était sans doute un coup de chaud. Mais comme là, c'est la 2e fois, eh bien, il s'inquiète. Il appelle sa mère pour la prévenir et les deux sont d'accord. Le mieux à faire, c'est qu'il se rende aux urgences. Mieux vaut prévenir que guérir, après tout. Combien de drames ont commencé avec une simple perte de connaissance? Sa mère décide de l'accompagner en voiture. Elle vient chercher, direction les urgences. Un médecin les reçoit, il lui fait un check-up complet. A priori, tout est normal. Il est un peu étonné. Un jeune homme de 22 ans, sans antécédents médicaux qui s'évanouit comme ça, c'est un peu étonnant. Alors il demande à Michael s'il suit actuellement un traitement, ce à quoi Michael répond que oui. On lui en a prescrit un pour l'aider à arrêter de fumer. Il est censé atténuer les angoisses liées à l'arrêt de la cigarette. Le médecin pense alors qu'il a sans doute mal réagi à la molécule en question, d'autant plus que la perte de connaissance figure justement parmi les effets secondaires de ce traitement. Dans le doute, il décide de lui faire une ponction lombaire. En analysant le liquide prélevé, on peut détecter des problèmes liés au cerveau. Mais voilà, les résultats n'indiquent aucun problème particulier. Alors le docteur décide de lui faire passer un scanner du cerveau et sur les radios, il remarque une minuscule tache de 3 mm de diamètre, un peu comme un petit point très flou. Mais son emplacement est rassurant, il n'a l'air de rien obstruer, il rassure la famille. Si c'est bien ce à quoi il pense, c'est bénin. Michael est même probablement né avec. Ça arrive à bien plus de personnes qu'on ne le croit. Et donc, si c'est bien ça, nul besoin d'y toucher. Donc, il en conclut que c'est son nouveau traitement qui est la cause de ses pertes de connaissance. Il lui conseille donc de retourner voir son médecin de famille qui le lui avait prescrit pour le faire changer. Mais il n'exclut pas pour autant l'épilepsie. C'est possible aussi. Alors dans le doute, il lui conseille d'aller consulter un spécialiste, à savoir un neurologue, pour qu'il fasse des analyses complémentaires afin qu'il en ait le cœur net. Michael suit sagement ses recommandations. Toujours accompagné de sa mère, il s'en va dès le lendemain consulter un neurochirurgien. Il passe comme convenu une IRM et là, même constat. Selon ce neurologue, il s'agit d'une petite hyperdensité tout à fait inoffensive qui ne nécessite ni traitement ni opération. Ouf, voilà Michael rassuré. Mais ça ne rassure pas Patricia. La maman est inquiète. Et si jamais c'était plus grave que ça, après tout, un kyste dans le cerveau, ça n'a rien de rassurant. Et s'il se trompait? De retour à la maison avec le papa, ils vont se concerter à 3. C'est toujours comme ça chez les Skolnick. Toutes les décisions sont prises en famille. Et tous les 3, on arrive à la conclusion que voir un autre spécialiste serait la meilleure chose à faire. Puisqu'on le sait,
jamais. Encore une fois, mieux vaut prévenir et en faire trop que guérir plus tard. Patricia va donc appeler son médecin de famille. Elle lui demande s'il peut jeter un œil aux analyses et aux radios de Michael, ce qu'il accepte bien volontiers de faire, qu'elle les lui faxe. Il y jettera un œil quand il aura le temps. Et Patricia lui demande aussi s'il a un neurologue ayant bonne réputation à lui conseiller. Le médecin de famille lui recommande alors un neurochirurgien des environs. On ne connaît pas son identité. On sait seulement qu'il a 10 ans d'expérience, qu'il tient un cabinet au Western Plains Neurochirurgie à Scott Bluff et aussi et surtout qu'il a très bonne réputation dans la région. Le rendez-vous avec lui a lieu dans la foulée au Valley View Hospital. Tout le monde est là, les parents ainsi que Michael. On installe Michael dans l'une des chambres. Le spécialiste lui fait passer une IRM et là, autre son de cloche. En regardant les résultats, il s'inquiète, et pas qu'un peu. Il explique à la famille que c'est très très grave et que Michael doit être opéré de toute urgence. Il précise même que Michael a eu beaucoup de chance d'avoir survécu. Il aurait pu perdre la vie, selon lui. Il faut retirer ce kyste et le plus vite possible, puisqu'il a presque bouché ses ventricules, entraînant une accumulation de liquide dans le cerveau. Cette accumulation a entraîné une forte pression et cette pression risque à tout moment de causer des dommages irréversibles. Il explique qu'il doit donc être opéré une première fois. À l'aide d'un drain ventriculaire, il va faire évacuer le liquide afin de faire baisser la pression et afin de déboucher les ventricules. Puis quelques jours plus tard, il devra subir une seconde opération afin qu'il lui retire le kyste. Et là, c'est le choc. La famille ne s'attendait pas du tout à ça. Eux qui pensaient qu'on allait simplement les rassurer, se rendent compte qu'on va triturer la matière grise de Michael. Et ça, forcément, ça fait peur. Ils se disent que ce sont quand même là de lourdes opérations. Alors ils sont très inquiets. Mille et une questions leur viennent à l'esprit. Ils demandent au médecin quels sont les risques éventuels. Mais le médecin les rassure. Il leur explique qu'il comprend tout à fait leurs inquiétudes, mais qu'il n'y a pas de quoi. Que même si ces opérations ont l'air impressionnantes, elles sont tout à fait banales. Dès comme ça, il en a réalisé près d'une centaine, alors nul besoin de s'inquiéter, c'est pour lui une simple formalité, et tout ça ne sera bientôt plus qu'un mauvais souvenir pour Michael. La famille est tout de même prise de court, ils aimeraient en savoir plus, mais le médecin les presse. C'est une question de survie, alors il faut agir vite, chaque minute qui passe met plus en danger encore la vie de Michael. Alors, go, se dit la famille. Patricia, la maman, dira plus tard, je cite, « Nous étions inquiets, mais nous nous sommes dit, qui sommes-nous pour remettre en question l'avis d'un médecin ?» Le médecin revient alors avec la paperasse administrative, Michael signe ça et là, et voilà, le médecin peut commencer. Pauvre Michael, lui qui venait pour une simple consultation, le voilà, sur le point d'être opéré, et c'est 2 bonnes semaines qu'il devra rester à l'hôpital. Et alors que tous pensaient qu'il allait aller au bloc, voilà que non. Le médecin demande aux parents de quitter la chambre pour qu'ils puissent commencer l'opération de Michael. Les infirmières sont d'ailleurs déjà en train d'installer tout le matériel nécessaire autour de son lit. Tiens, bizarre. Les parents ne pensaient pas que c'était possible de faire des opérations comme ça dans les chambres. Mais ils ne s'inquiètent pas plus que ça. Après tout, ils se disent que le neurologue sait ce qu'il fait et que de toute façon, on leur a parlé d'une toute petite opération de rien du tout. Alors ceci explique probablement cela. Ils embrassent leur fils et se rendent dans la salle d'attente au bout du couloir. Et alors qu'ils font les 100 pas, le neurochirurgien se met à la tâche. Mais contrairement à ce qu'il a dit aux parents, il ne va pas utiliser qu'un drain. Non, il va également utiliser une perceuse. Il l'a fait amener en toute discrétion dans la chambre pour ne pas affoler les parents. Et les heures vont passer. L'inquiétude monte du côté des parents, d'autant plus qu'ils remarquent un chassé-croisé d'infirmières dans la chambre de Michael. Elles entrent et sortent. Leurs visages sont toujours plus graves, au point où David, le père, décide d'accoster l'une d'elles pour lui demander s'il y a un problème. Elle lui répond que Michael a eu du mal à respirer, qu'ils ont dû l'aider à l'aide d'une machine, ce qui n'était absolument pas prévu, que c'était probablement à cause d'un mauvais dosage au niveau de l'anesthésie, mais que désormais, tout va bien, son état est stable. Puis quelques temps après, le médecin sort enfin de la chambre, les parents se précipitent sur lui, ils lui demandent si tout s'est bien passé, si cette histoire de difficulté respiratoire est grave,
et dès qu'il entend ces mots, le visage du docteur se durcit et la première chose qu'il va répondre, la première chose qui semble le préoccuper, au-delà de l'état de Michael, au-delà de rassurer ses parents fous d'inquiétude, c'est de savoir qui leur a parlé de ça. Les parents disent que c'est l'une des infirmières. D'accord, le médecin semble contrarié, et puis après, il les rassure, il leur explique que tout s'est bien passé, qu'à ce stade, il n'a remarqué aucun kyste, juste beaucoup de liquide, comme il le pressentait, il en a enlevé pas mal, et ils peuvent aller voir leur fils, il ne tardera pas à se réveiller. Alors c'est un soulagement pour les parents, ils se précipitent dans la chambre, Michael est là, allongé sur le lit, il n'est pas encore réveillé, alors ils décident de rester en attendant qu'il se réveille. Puis voilà qu'un peu plus tard dans la soirée, le médecin réapparaît, et là, changement de discours. Il explique aux parents que la seconde opération, qui devait avoir lieu la semaine suivante, doit en fait être réalisée dans les prochaines 48 heures, sinon Michael risque de perdre la vie. Et là, les parents tombent des nues. Comment ça? Il y a quelques heures, tout allait bien, on leur a garanti une intervention banale et sans risque, et qui d'ailleurs s'est bien passée, et voilà que rien ne va plus. Mais encore une fois, le médecin se veut rassurant, il explique que c'est là encore une procédure des plus simples, qui sera effectuée avec du matériel de pointe, doté d'une précision quasi microscopique, le nec plus ultra, pour retirer un kyste sans risque. Donc, même si ça semble alarmant, il n'y a rien à craindre. Rien à craindre, facile à dire pour les parents. Une autre opération comme ça aussi vite, alors même que Michael dort encore, ils se demandent si ce n'est pas un peu tôt, ils sont complètement perdus, ils hésitent, ils se demandent si c'est bien prudent. Le médecin, quant à lui, leur rappelle que l'heure est grave et qu'ils doivent se décider au plus vite. Ils ont 48 heures devant eux, mais comme, encore une fois, à chaque minute qui passe met toujours plus en danger la vie de leur fils, le mieux à faire, c'est qu'ils donnent leur réponse maintenant. Et là, les parents décident que non. Voilà, s'ils ont 48 heures, alors ils préfèrent attendre que Michael se réveille, et c'est ensemble qu'ils prendront la décision. Mais ils rassurent le médecin, quelle que soit la décision, ils vont vite la prendre, justement dans l'intérêt de leur fils. Le médecin s'en va, c'est bientôt la fin des visites, et Patricia et David doivent quitter l'hôpital. De retour chez eux, un fax les attend. Il émane du médecin de famille. Dans une note manuscrite, il confirme que le kyste est bénin, que tout va bien et qu'il n'y a aucun risque qu'il se développe un jour. Là où il est très bien, il n'a aucune incidence, alors nul besoin d'une opération. Il préconise simplement de faire une IRM de contrôle au plus tard dans 12 mois. Mais alors, s'il n'y a besoin d'aucune opération, pourquoi leur fils est actuellement dans un état critique à Valley-View Hospital? Ils se disent qu'ils montreront le fax dès le lendemain au neurologue. Alors à l'ouverture le lendemain, nous sommes alors le vendredi 21 septembre, soit 4 jours après que Michael se soit évanoui. Patricia montre le fax au neurologue et avec son mari, ils ont la surprise de voir que leur fils est emmené en salle d'opération. Alors ils demandent au médecin ce qu'il se passe. Le neurologue leur explique qu'un médecin généraliste n'est pas assez formé sur la question et que s'il dit qu'il doit être opéré, c'est qu'il doit l'être, puisque lui est un spécialiste, c'est son domaine. Et de toute façon, concernant l'opération, il explique qu'il en a parlé à Michael à son réveil dans la nuit et qu'il a accepté l'opération. Elle ne va donc pas tarder à avoir lieu alors qu'ils aillent dans la salle d'attente. Il les prévient, l'opération va durer 3 heures et après tout ça, ce sera du passé. Il sera bientôt de retour à la maison d'ici quelques jours. Encore une fois, nul besoin de s'inquiéter. Il dit connaître cette procédure sur le bout des doigts. Des kystes, il en enlève tous les jours, ou presque, alors tout ira bien. Alors là, les parents lui expliquent que c'est impossible, que Michael ait donné sa décision. Ce genre de décision, ils ont l'habitude de les prendre toujours en famille. Ils lui disent qu'il n'a pas pu donner son autorisation. Avec tout ce qu'on lui a prescrit, au sortir de l'opération, il devait forcément être dans le coton. Ils se demandent même comment il a pu ne serait-ce que tenir un stylo. Mais ils n'ont plus leur mot à dire. Le médecin les rassure une dernière fois qu'ils ne s'inquiètent pas. Michael a pris la meilleure décision pour lui. En attendant, le temps presse. On l'a préparé pour l'intervention qui arrive, alors qu'ils aillent attendre en salle d'attente. Alors rebelote, les heures passent, 1, puis 2, puis 3, puis 4,
Les parents sont de plus en plus inquiets. C'était 3 heures qu'on leur avait dit. Alors, ils se demandent s'il y a eu un problème. Puis 5 heures. Et c'est 6 heures après que le médecin réapparaît enfin. Il pose un genou à terre, baisse la tête et leur dit « Ça a été la pire année de ma vie ». Alors déjà, ça inquiète les parents. Et puis sa vie, ils n'en ont rien à cirer. Ce qu'ils veulent savoir, c'est comment va leur fils, pas comment il va lui. Il leur répond qu'il n'a trouvé aucun kyste, ou que peut-être qu'il l'a transpercé sans faire exprès, il ne sait pas. Il a cherché mais n'a rien trouvé. Traduction, j'ai bien trituré la cervelle de votre fils, mais en vain. Et les parents à ce moment ne veulent qu'une chose, c'est voir leur fils. Bientôt on les y autorise. Et en pénétrant dans la chambre de Michael, ils ont le souffle coupé. Rien à voir avec la veille. Il a un énorme bandage sur la tête et sa tête est gonflée comme un ballon de baudruche. Alors ils se disent que c'est sûrement normal et c'est avec impatience qu'ils attendent qu'il se réveille et aucune trace du médecin nulle part. Ils vont demander à une infirmière quand est-ce qu'il viendra pour faire un check-up. Pas avant un long moment, leur répond l'infirmière, puisqu'il sera absent tout le week-end. Il ne sera de retour que lundi. Étonnant, on est vendredi soir. Les parents se disent que, normalement, les médecins gardent toujours un œil sur leurs patients après ce type d'opération, surtout vu l'état de Michael. Et le pauvre est complètement groggy, il ne va pas faire grand-chose, il ne dit pas grand-chose, il n'a de cesse de dormir, et les rares fois où il se réveille, il a mal et il est dans le pâté. Alors ses parents le laissent tranquille. Samedi va passer, et comme son état n'a pas l'air de s'arranger, et n'en pouvant plus, le lendemain, dimanche, les parents décident de faire venir leur médecin de famille. Le médecin arrive, il commence par inspecter le matériel, en particulier le drain qu'on a laissé brancher à Michael. Et pour lui, c'est une aberration, puisque ce drain ne draine absolument rien. Au-delà d'être inutile, il ne ferait qu'aggraver le cas de leur fils. Donc, il l'enlève. Puis avec délicatesse, il enlève les pansements de Michael pour voir ce qu'il se cache en dessous. Et c'est horrifié qu'il constate qu'il lui manque toute une partie de sa calotte crânienne. Il en manque une partie à l'avant. Et ça, c'est tout sauf une opération mineure. Et surtout, il se demande à quoi ça a bien pu servir. D'autant plus qu'il sait qu'il n'y a besoin que d'une toute petite ouverture pour y glisser un appareil qui est aussi fin qu'une aiguille pour enlever un tel kyste. Et ce qu'il comprend, c'est que Michael a subi une craniotomie. C'est une opération sensible et hautement périlleuse qui nécessite que la convalescence soit surveillée de près par le médecin qui l'a fait. On ne laisse pas un patient sans surveillance 2 jours, presque 3, après une telle opération. Il demande aux parents s'ils étaient au courant. Non, pas du tout. Ils n'étaient au courant de rien, c'était censé être une banale opération. Ce n'est pas le cas, leur dit le médecin. Et puis, après avoir fait ce qu'il avait à faire, il s'en va. Les parents sont de plus en plus perdus et inquiets. Et ils ont raison, puisque c'est là le début de l'horreur pour eux. Et la semaine de convalescence va vite se transformer en mois. Et c'est dès son réveil que les parents comprennent. Le Michael qu'ils ont en face d'eux n'est plus le même. Et il ne sera d'ailleurs plus jamais comme avant. Déjà, Michael a terriblement mal. Un truc a changé dans son comportement, dans son regard aussi. Il a le regard dans le vague. Il est là sans être là. Parfois, il ne leur répond pas. Ou à côté. Les parents, au début, espèrent que c'est juste passager. Après tout, avec tout ce qu'on lui administre chaque jour, ce sont des doses de cheval. Ils se disent que c'est peut-être normal. Quant au médecin, il n'a de cesse de se montrer rassurant. Mais la réalité, c'est que l'état de Michael est dramatique. Et c'est pour cette raison qu'il restera 1 mois entier dans l'unité de soins intensifs, développant toujours plus de problèmes. Et voici les dommages. Il a une hémorragie cérébrale, une embolie pulmonaire, il a fait plusieurs septicémies, il a des infections, en veux-tu, en voilà. Il va faire plusieurs arrêts respiratoires, il a une infection intercérébrale, etc., etc. Mais les parents font confiance aux médecins. Michael, de son côté, souffre. Il en parle à ses parents et son état se dégrade de jour en jour. Et on va y venir d'ailleurs, sur son état, un peu plus tard. C'est après 5 mois qu'on l'autorise enfin à quitter l'hôpital. Il est alors conduit dans une clinique, officiellement, pour sa convalescence et sa rééducation. C'est là l'occasion pour d'autres neurologues de l'ausculter et de faire le bilan sur toutes les procédures qu'il a subies.
Et c'est à ce moment seulement que les parents vont découvrir le poteau rose. Ils vont découvrir à quel point le docteur de View Valley Hospital leur a menti. 5 longs mois sur l'état de leur fils et sur ce qu'il lui a fait. C'est avec horreur qu'on leur annonce, c'est avec horreur qu'ils apprennent que Michael a été lobotomisé. Et on découvrira plus tard que pour ce faire, il a utilisé une perceuse, la fameuse perceuse dont je vous parlais. Une procédure inutile dans le cas de Michael, puisqu'il sera confirmé que la petite tache en question n'avait nul besoin d'être touchée, et de manière tout aussi inutile, le médecin lui a retiré toute une partie de son hypothalamus. Et les neurologues sont catégoriques, l'état de Michael ne va cesser de se dégrader, et toutes les conséquences ne sont pas encore apparues. Elles vont se déclarer une à une, dans le temps, à terme. Il ne sera plus capable de faire grand-chose. Et ce qui est d'autant plus trouble pour les neurologues, c'est qu'on ne leur ait rien dit. Comme ça, pendant 5 longs mois, personne ne leur a dit que Michael va finir dans un état proche d'un état végétatif. Il sera conscient de tout, mais prisonnier de son corps. Il sera condamné à souffrir et à vivre dans la terreur, une terreur induite par le saccage qui a été fait dans son cerveau. Et ils ont raison. C'est une à une qu'elles vont apparaître durant 17 longs mois. Michael va devenir en grande partie aveugle. Il ne perçoit plus que quelques formes floues ou la lumière. Il va également perdre l'usage d'un bras. Il devient immunodéprimé. Donc sans anticorps, c'est la porte ouverte à toutes les maladies. Et il va toutes les choper. Bientôt, il n'a plus de mémoire à court terme, donc il n'est plus capable de tenir une conversation, même simple. Le voilà sujet à de nombreuses hallucinations et à des épisodes de psychose. Il devient épileptique et le plus insupportable pour Michael, c'est qu'il a en permanence d'intenses douleurs. Elles sont chroniques et se déclenchent à n'importe quel moment. Ces douleurs sont dites thalamiques car la partie du cerveau qui gère la douleur a été charcutée. Donc son cerveau lui envoie en permanence qu'il a mal, ici et là, alors que les zones en question n'ont rien. Il a un problème de perception de la douleur, mais comme ce sont des douleurs fantômes, il n'y a rien à soigner, donc il n'y a rien à faire. Il passe son temps à gémir de douleur, son quotidien c'est la souffrance, tant physique que psychologique. Son visage se déforme de plus en plus, puis ce sont ses organes qui sont touchés. Dès lors, il n'est plus capable de rien, il ne peut plus se lever, il ne peut plus faire des gestes simples comme se coiffer, il ne peut plus manger, il ne peut plus parler, ni même faire ses besoins. Et il doit désormais vivre avec un tuyau pour faire ses besoins, un autre pour l'alimenter, sans compter la poche gastrique qu'on lui installe. Il sera alimenté par une sonde gastrique dans laquelle ses parents doivent quotidiennement lui glisser 27 médicaments, et le pauvre bascule dans un état toujours plus végétatif. Et voilà que la seule chose qu'il peut bouger, c'est son bras droit. Mais il doit se concentrer et fournir d'énormes efforts pour le bouger ne serait-ce qu'un peu. Donc les parents comprennent que tout ce qu'on leur a dit plusieurs mois plus tôt était vrai. Alors Patricia et David décident de prendre en charge Michael au domicile pour l'extraire de cet environnement froid qu'est l'hôpital. Ils ont dû transformer leur maison en un véritable petit hôpital. Le coût a été faramineux, le couple s'endette toujours plus, toutes ces installations coûtent une véritable fortune. Les assurances les ont depuis longtemps lâchées. Voilà, ils refusent de payer tout ce qui n'est pas de l'ordre du strict nécessaire. Michael leur coûte trop cher, alors payer ne serait-ce qu'un pansement en plus ou une poche de pipi, c'est niette. Lâchés de tous, les parents se sentent impuissants, ils n'ont d'autre choix que de regarder leur fils dépérir, toujours plus. Lui qui était si brillant et si vif, il a désormais la capacité mentale d'un enfant de 7 ans, mais il n'en reste pas moins inconscient, et de tout. Et bientôt, ses parents comprennent pourquoi il n'a de cesse de toujours faire le même mouvement. Du matin au soir, régulièrement, il lève son bras vers sa tête. Un jour, ils se rendent compte qu'il fait là le signe d'un pistolet braqué sur sa tempe. Ce qu'il essaye de faire comprendre à ses parents depuis longtemps, c'est qu'il veut en finir, qu'on le libère de cet enfer. Et chaque jour, il va répéter encore et encore ce mouvement. C'est là un cri du cœur, ses parents le savent, ils se cachent pour pleurer, en face de lui ils le rassurent, ils lui disent qu'ils sont à ses côtés chaque jour,
Ils espèrent encore que son état va s'améliorer. Il n'y a pas un seul jour qu'il ne passe pas à ses côtés. Quand il travaille, ce sont des infirmiers qui prennent le relais. Patricia aurait préféré lâcher son boulot pour rester avec lui, mais impossible. Le couple doit gagner un maximum d'argent pour pouvoir faire face à tous ces frais qui s'accumulent. Et 22 mois après le début de ce cauchemar, Patricia doit se rendre à Atlanta. Elle n'en a que pour une poignée de jours, mais ce sera la première fois qu'elle sera loin de son fils, et cette idée l'obsède. Elle sait que sa présence rassure son fils, et s'il se passait quelque chose en son absence, David la rassure, non, il ne se passera rien, qu'elle ne s'inquiète pas, de toute façon il est là. Alors Patricia décide d'y aller, elle se met en route, elle embarque dans l'avion, où elle atterrit dans la nuit, et lorsqu'elle rallume son téléphone, elle apprend que Michael a été admis en urgence à l'hôpital. Son instinct ne l'a pas trompée. La seule et unique fois où elle n'a pas été présente dans la nuit, voilà que Michael a été pris de convulsions. L'état de Michael est plus inquiétant que jamais. Alors Patricia prend le premier avion au retour. En arrivant à l'hôpital, son mari est déjà au chevet de Michael et elle l'entend répéter à Michael de manière compulsive « Maman va arriver, mon chéri, elle va arriver, ne t'inquiète pas, maman va arriver, tout ira bien, maman va arriver. » Il est heureux de voir sa femme, lui explique que l'état de Michael s'est davantage encore aggravé, il n'est désormais même plus capable de respirer seul, et ce qu'il maintient en vie, ce sont les machines. Et les médecins sont formels, son état restera le même, il n'y a aucun espoir d'amélioration, il ne pourra que se détériorer davantage. Ce qui signifie que ce sera désormais ça, sa vie, rester allongé, branché ad vitam aeternam à une foule de machines, dans la douleur et dans la peur, vu que ces opérations ont complètement bouleversé sa psyché. Voilà, imaginez-le, il est pris d'angoisse pour rien, de terreur pour rien. Il voit même des chimères effrayantes se dirigeant vers lui à l'occasion. Et son état est si dramatique, ses conditions de vie si insupportables, que les parents doivent se rendre à l'évidence, et l'évidence, vous la connaissez. Ils doivent prendre une décision. Est-ce qu'ils doivent ou non continuer? Alors ils vont se tourner vers leur fils. Sachez qu'il est toujours conscient. Peut-être qu'il a l'âge mental d'un enfant de 7 ans, mais il est conscient de tout. À ce stade, Patricia et David se disent que ce n'est plus à eux de décider, c'est à lui. Eux, ce qu'ils veulent, c'est qu'ils vivent. Ils ont tout fait pour, mais ils savent que cette décision, elle ne leur revient pas. Elle revient à Michael. Alors ils décident de mettre un petit stratagème en place. Ils commencent par lui prendre la main et ils vont lui demander de la serrer une fois, puis de la desserrer, puis de la serrer 2 fois, puis de la desserrer, et rebelote de la serrer une fois, puis de la desserrer, et ils vont lui demander de faire ça encore, et une fois qu'ils sont sûrs de sa motricité, que Michael a bien compris, ils vont lui poser la question suivante. S'il serre 2 fois la main, c'est qu'il veut en finir, et s'il ne la serre qu'une fois, c'est qu'il veut continuer. Et la réaction de Michael est immédiate. Il serre 2 fois leurs mains. Ce qu'il veut, c'est s'en aller une bonne fois pour toutes. Et puis pendant 1 jour et 1 nuit, et pour être sûr et certain, Patricia et David vont lui reposer la même question. Et à chaque fois, c'est la même chose. Michael comprend et serre 2 fois. Le message est on ne peut plus clair pour les parents. Le corps médical donne son feu vert. C'est même ce qu'il leur aurait préconisé s'ils n'avaient pas pris les devants. Avec autant de souffrances physiques, selon eux, il aurait été cruel de faire autrement. Décision est prise de le débrancher peu de temps après. Nous sommes alors le 4 juin 2004. Et tous savent que dès qu'il le sera, il ne lui restera qu'une poignée de secondes, voire de minutes, à vivre. Michael est prévenu, il sait tout ça. Il fait signe qu'on peut débrancher. Il regarde ses parents. Les 3 se regardent intensivement. Le voilà débranché. Puis, Michael, qui n'a plus pu dire un seul mot depuis des mois, va de manière miraculeuse leur dire « I love you ». Je vous aime. À la suite de quoi, il va fermer les yeux une toute dernière fois. Bientôt, une alarme sonne et c'est le signe que tout est fini. Michael rejoint ainsi le ciel à l'âge de 25 ans. Sa famille est restée unie jusqu'au bout. Cela fait alors 2 ans et 8 mois que Michael a été opéré pour la première fois.
Les parents s'effondrent de douleur. Ils vont rester longtemps à ses côtés, à pleurer en silence, à le toucher, à l'embrasser, à le serrer dans leurs bras le plus possible. Puis vient le douloureux moment de quitter leur fils. Ils s'en vont dévastés, mais commence alors un autre combat. Ils ont fait une promesse à Michael, et ils comptent bien la tenir. Et la plus déterminée des deux, c'est Patricia. Elle a promis à son fils que ce qui lui est arrivé n'arrivera plus jamais à personne, et qu'elle remuera ciel et terre pour ça. Ce qu'elle veut, c'est faire changer la loi. Il y a forcément eu une défaillance quelque part, et elle compte bien la trouver. Et bien sûr, les parents attaquent sur le champ, en justice, le neurologue. Mais ils n'ont aucun désir de vengeance. Non. Ils auront même l'extrême bonté d'âme de ne pas révéler l'identité du docteur. Même lorsqu'ils apprendront toute l'étendue de ce qu'il s'est passé. Et voilà ce qu'ils vont apprendre. Ils vont apprendre qu'au moment d'opérer Michael, le neurologue faisait déjà l'objet de plusieurs poursuites pour faute professionnelle dans d'autres États. Ils apprendront aussi qu'il leur a menti puisque cette opération de drainage était loin d'être une habitude pour lui, qu'il ne l'avait réalisée qu'une seule fois dans sa vie. Il sera aussi établi que 2 ans avant cette opération, le Conseil des médecins avait même fermement déconseillé ce drainage, en pareille circonstance du moins. Ils avaient établi que, je cite, « La chirurgie endoscopique est plus conseillée, elle est moins invasive et permet une meilleure visibilité. » Or, jamais le docteur n'a proposé aux parents cette fameuse endoscopie. Jamais non plus, il ne les avait informés des risques liés à son drainage hasardeux. De plus, concernant la 2e opération, ils découvriront que le neurologue devait être assisté par un confrère, un autre neurologue, pendant l'opération. Sauf que cet autre neurologue, celui qu'il avait sollicité, avait refusé d'y participer parce qu'il considérait cette opération comme inutile. Il avait donc refusé d'y assister et d'engager sa responsabilité. C'était donc seul que le neurologue a opéré Michael. Alors, quand les parents apprennent tout ça, ils sont complètement sous le choc. Mais Patricia ne perd pas son idée en tête, elle sait ce qu'elle a à faire. Ce qu'elle veut, c'est que plus jamais un patient qui n'a pas les capacités de consentir de manière éclairée à une opération, que plus jamais il ne puisse signer une quelconque autorisation comme ça a été le cas pour Michael. Il faut savoir qu'au moment des faits, rien dans la loi n'obligeait le médecin à, d'une part, faire preuve de transparence concernant les risques et les différentes options que Michael avait à sa disposition. Quant à l'autorisation que Michael a signée, eh bien, au moment des faits, la loi ne précisait rien quant aux conditions de sa signature. Donc le neurologue était dans son bon droit vis-à-vis de la loi. Et ça, les parents n'en reviennent pas, ils se disent que les choses doivent changer. Et ils veulent que les professionnels de santé qui ne renseignent pas correctement les patients concernant toutes les options qu'ils ont et l'ensemble des risques qu'ils encourent pour chacune d'elles, eh bien ils veulent que leur responsabilité soit engagée en cas d'erreur. Et pareil pour le délai de réflexion. Ils veulent que le praticien n'ait pas le droit d'imposer un délai de réflexion trop court dans le cas où ce n'est pas nécessaire. Et dans le cas de Michael, ce délai de 48 heures n'était en aucun cas nécessaire, ni celui d'avant. Et Patricia, à force de recherche, apprendra une autre douloureuse réalité. Elle apprendra que tout est question d'argent, même dans le monde médical, où elle pensait naïvement que rien n'était plus important que la vie d'un patient. La réalité, c'est qu'une opération a un coût, et on parle de milliers, et plus souvent d'ailleurs de dizaines de milliers de dollars. Donc, si les médecins veulent gagner plus d'argent, ils ont tout intérêt à opérer le plus de patients possible. La déontologie voudrait que la santé du patient passe avant tout, que les opérations ne soient effectuées qu'en cas de nécessité et qu'elles soient parfaitement maîtrisées par le praticien et que le cas contraire, il n'hésite pas à passer le relais à un autre praticien bien plus aguerri, mais ça signifierait que l'argent irait à cet autre praticien. Et que l'opération soit réussie ou non, ça ne change rien pour le médecin. Donc Patricia comprend que le neurologue de Michael a préféré prendre tous les risques plutôt que, se sachant inexpérimenté, passer le relais à un confrère qui, lui, l'aurait été. Et s'il a fait ça, c'est sans doute pour ne pas passer à côté du précieux butin que représentait Michael. Et là,
on est loin, mais très loin du serment d'Hippocrate. Mais dans la vie, c'est comme ça, c'est toujours l'argent qui a le dernier mot. Et au moment des faits, comme je vous le disais, aucune loi n'encadrait tout ça. On considérait que la décision d'opérer ou non revenait au praticien, pourvu qu'il ait simplement une autorisation signée de la part du patient ou de son entourage. Et ce, peu importe ce qu'il pouvait bien leur raconter. Voilà, ce qu'il faut, c'est la signature, et rien que la signature. Les conditions de la signature, tout le monde s'en moque. Et les médecins les premiers, puisqu'ils étaient contractuellement protégés par cette autorisation signée de la main du patient ou de la famille. Alors il a préféré opérer Michael pour avoir son argent, en prenant tous les risques. C'est pas grave, de toute façon, à titre personnel, lui ne risquait rien. Le seul à risquer quelque chose, c'était Michael. Et ça va ulcérer les parents. Et ce que veut Patricia aussi, c'est que les patients et leurs familles aient la possibilité de savoir au préalable, avant de s'engager avec un médecin, s'il a fait l'objet ou non de procédures judiciaires antérieures ou s'il est sous le coup de procédures en cours. Sachez que Patricia avait fait des recherches sur Internet sur ce neurologue, mais elle n'avait rien trouvé. Et donc Patricia réalise que le neurologue n'est pas en faute. Il les a juste savamment manipulés pour qu'en cas de pépin, il soit juridiquement protégé. Aux yeux de la loi, en tout cas, il n'a fait aucune faute professionnelle. La seule chose qu'on pourrait à la rigueur lui reprocher, c'est de ne pas avoir été assisté par un confrère lors de la 2e opération. Et encore, comme c'est le confrère qui a refusé, il pourra toujours invoquer ceci ou cela et s'en sortir sans trop de dégâts. D'autant plus qu'un collectif de médecins a confirmé, entre-temps, que le neurologue n'avait fait aucune, je dis bien, aucune faute professionnelle. Patricia et David vont d'ailleurs même décider de mettre fin aux procédures judiciaires à son encontre. L'affaire sera donc réglée au détour d'un accord amiable, mais au diable tout cet argent pour les parents, ça ne changera rien à leur situation, puisqu'ils se sont tellement endettés financièrement, ils savent qu'ils n'auront pas assez d'une vie pour régler toutes leurs dettes. Non, ce qu'ils désirent vraiment, en abandonnant les poursuites, c'est pouvoir consacrer toute leur énergie à la cause la plus importante, protéger les droits des patients et faire changer la loi. Et Patricia ne va pas hésiter à quitter son emploi pour s'y consacrer à plein temps. Pendant 3 longues années, elle ne va avoir de cesse de traverser le pays, elle va aller de conférence en conférence, elle va faire tout son possible pour alerter l'opinion publique, elle ira frapper à toutes les portes, ira de média en média, et avec le temps, l'histoire de Michael va gagner en popularité. Et ils vont être toujours plus nombreux à se rallier à la cause de Patricia. Tellement nombreux que les autorités n'auront plus le choix que de changer la loi pour calmer l'opinion publique. Mais uniquement dans le Colorado. C'est comme ça que ça marche aux États-Unis. Ça marche par État. Et c'est le 22 mars 2007 que Patricia gagnera son pari. Dans le Colorado, une nouvelle loi est adoptée, la loi Michael sur la transparence médicale. Et cette loi, elle va tout changer. Le public aura désormais accès à toutes les informations concernant le praticien, s'il a eu ou non des procédures judiciaires, qu'elles soient en cours ou antérieures. Ils sauront aussi si leurs licences sont à jour, ainsi que d'autres informations. Encore, il y a désormais un site officiel, accessible à tous et en un seul clic. Ce sera même élargi à de nombreuses professions du domaine de la santé, telles que les infirmiers, les psychologues, les travailleurs sociaux, etc. Maintenant, les médecins ont l'obligation de présenter aux patients toutes les options qui s'offrent à eux et ils doivent décrire tous les risques qu'ils encourent, un à un. Et s'ils ne font pas ça, leur faute sera engagée. Et pareil, s'ils laissent aux patients ou aux familles un délai qui n'a aucune raison d'être imposé pour prendre une quelconque décision, eh bien c'est pareil, en cas de poursuite, ils seront condamnés. Patricia va tout gagner. Elle a obtenu tout ce qu'elle voulait. Et certains, à ce stade, doivent probablement se dire « Mais pourquoi le médecin de famille a conseillé un tel bras cassé au Skolnick ?» Eh bien, figurez-vous qu'au moment des faits, ce fameux neurologue jouissait bel et bien d'une très bonne réputation. Et selon ceux qui ont travaillé à ses côtés, ça a toujours été un excellent praticien. La direction de l'hôpital View Valley a même déclaré regretter la perte de celui qu'il considère encore à ce jour comme un bon élément sur qui la foudre s'est abattue injustement, puisque oui, le fameux docteur avait fini par démissionner,
et a fermé son cabinet puisque la polémique n'avait eu de cesse de grandir. Il était pourchassé par tous les médias qui, à l'inverse de Patricia, avaient divulgué son identité. Son ancien responsable, le responsable de l'hôpital View Valley, va même confirmer qu'il connaissait parfaitement ses antécédents au moment de son embauche, mais qu'il l'a malgré tout recruté, car il n'en restait pas moins excellent dans son domaine. Le neurologue a fait une longue pause professionnelle. Il s'était terré pour échapper à la vindicte populaire et aux journalistes. Il a néanmoins pu conserver sa licence de médecin et a depuis ouvert un cabinet dans un autre état. Tel un docteur itinérant, il a l'air de changer d'état en fonction de ses ratés. Et sachez que depuis, la loi Michael a été élargie au pays tout entier. Elle a même été étoffée et depuis 2010, aux États-Unis, c'est tous les patients du pays tout entier qui sont désormais protégés par la Michael Skolnik Medical Transparency Act of 2010. Alors c'est un peu comme si Michael était l'ange gardien de chacun de ses patients et probablement qu'il veille sur eux. Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette histoire en commentaire. Je l'ai trouvé très triste, très injuste. Mais bon, dans la vie, c'est comme ça. Comme toujours, n'hésitez pas à nous suivre sur nos réseaux sociaux, à liker la vidéo si elle vous a plu, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Quant à moi, je vous dis à très vite sur YouCrim pour une autre triste histoire, les amis.